Quand ma belle-sœur est décédée, elle a laissé une lettre qui a poussé mon frère à abandonner sa fille. C'est moi qui l'ai élevée. Mais 16 ans plus tard, il est revenu, me réclamant la maison de la jeune fille, prétendant qu'elle lui revenait de droit. Pour commencer, ma belle-sœur Zara était une personne incroyablement chaleureuse et généreuse. Elle m'a toujours accueilli avec gentillesse et m'a fait sentir comme une sœur dès le premier jour où je l'ai rencontrée. Au fil du temps, comme nous travaillions toutes les deux, nous sommes devenus très proches et passions nos week-ends à faire du shopping ou à déjeuner ensemble. Zara était toujours en excellente forme et prenait soin de sa santé avec beaucoup de rigueur. Alors, quand elle a reçu la terrible nouvelle de son diagnostic de cancer du sein, ce fut un choc pour nous tous. Nous lui avons apporté tout notre soutien pour qu'elle se batte contre la maladie. Je m'étais donné pour mission de lui rendre visite régulièrement pendant ses séances de chimiothérapie, de passer du temps avec elle ou de m'occuper de ma petite nièce dès que je le pouvais. Lors d'une de mes visites chez elle, alors que nous étions assises dans son salon, elle m'a annoncé une nouvelle qui m'a brisé le cœur. Sa voix tremblait lorsqu'elle m'a révélé que ses médecins lui avaient donné une mise à jour écrasante, son cancer était agressif et résistant au traitement. Le pronostic laissait très peu d'espoir. J'avais du mal à trouver les mots justes pour la réconforter, dans un moment pareil, on ne sait pas quoi dire. Tout ce que j'ai pu faire, c'est lui demander comment je pouvais lui faciliter les choses. Elle m'a dit qu'elle me remerciait pour tout ce que j'avais fait et qu'elle aurait préféré ne pas m'imposer le fardeau d'un secret qu'elle gardait depuis longtemps. Je lui ai répondu qu'elle n'avait pas à s'excuser, que je ferais n'importe quoi pour elle, sans poser de questions. C'est alors qu'elle m'a confié un secret qu'elle n'avait jamais révélé à personne, pas même à ses propres parents. Elle m'a dit qu'il y a des années, pendant ses études, elle avait vécu une expérience traumatisante. Lors d'une fête, elle avait été agressée sexuellement par un homme masqué, ce qui l'avait empêchée de l'identifier. À l'époque, elle sortait avec mon frère, donc naturellement, elle s'était tournée vers lui pour chercher du réconfort, espérant qu'il serait la seule personne au monde capable de la comprendre. Mais au lieu de cela, elle a été accueillie par l'incrédulité et le blâme. Mon frère ne pouvait pas accepter qu'un autre homme l'ait violée et, sous le choc, il a commencé à remettre en question ses actions, insinuant que c'était peut-être sa tenue ou son comportement envers le garçon à la fête qui avait provoqué cela. Il refusait de croire qu'un homme puisse faire une telle chose à une femme sans qu'elle ait donné un signal quelconque. Ma belle-sœur était anéantie d'être ainsi remise en cause par lui. Malgré tout, elle a eu le courage de signaler l'agression à la police et de subir un examen médical qui a confirmé ses dires, car elle voulait que son agresseur soit puni. Mais malheureusement, elle vivait dans un quartier universitaire où les fêtes étaient courantes et où des milliers d'étudiants passaient. Les policiers n'ont donc pas pu identifier l'homme masqué, malgré tous leurs efforts. Cela n'a pas aidé non plus que personne à la fête ne se soit manifesté pour témoigner en sa faveur. En conséquence, l'enquête n'a mené à rien, et elle n'a jamais obtenu justice. À cette époque, ses parents étaient encore en vie, et ils furent les seuls à la croire, ce qui lui a permis de surmonter la honte profonde de ce qu'elle avait vécu. Selon ma belle-sœur, après des mois de discussion avec mon frère à propos de l'incident, il a fini par changer d'avis et s'est excusé pour sa réaction initiale. Il a admis qu'il aurait dû lui faire confiance et a promis d'être plus présent à l'avenir. Malgré les tensions, ma belle-sœur ne voulait pas le quitter, alors elle lui a pardonné. Les années suivantes, même si mon frère a fait de son mieux pour être là pour elle, elle restait hantée par cet événement. J'étais bouleversé d'apprendre cela, car mon frère n'en avait jamais parlé. Ma belle-sœur m'a expliqué que mon frère ne voulait jamais aborder le sujet et lui avait même demandé de toujours garder le silence là-dessus, comme si c'était quelque chose de sale dont il ne fallait parler à personne. Je lui ai doucement serré les mains et lui ai dit que je ne la jugerais pas pour ce qu'elle avait vécu, car ce n'était pas sa faute. Elle a souri tristement et m'a dit qu'elle avait encore quelque chose à m'avouer. Elle m'a alors révélé qu'elle avait été agressée une seconde fois, cette fois par son ancien patron dans un emploi précédent. Je me souvenais que, 2 ou 3 ans auparavant, elle avait soudainement quitté cet emploi, alors qu'elle l'aimait beaucoup. Elle ne m'avait jamais dit pourquoi, jusqu'à ce jour. Elle m'a expliqué qu'elle s'était sentie engourdie pendant cette seconde agression, incapable de bouger jusqu'à ce que ce soit terminé. Elle décrivait cette sensation de détachement total, comme si elle observait la scène de l'extérieur. Plus tard, assise dans sa voiture en pleurs, ses premières pensées se sont tournées vers mon frère, sachant qu'il la blâmerait sûrement encore une fois. Elle m'a dit qu'elle avait ressenti la même honte qu'autrefois, en réalisant qu'un autre homme l'avait violée sans son consentement. Elle se sentait sale et dégoûtée d'elle-même. Cette fois, le traumatisme a eu un effet encore plus profond sur sa santé mentale, car, contrairement à la première fois, elle n'avait plus personne à qui parler. Ses parents étaient décédés, et elle avait peur de se confier à mon frère. Elle est donc tombée dans la dépression et a commencé à faire des crises de panique. Elle m'a dit qu'elle avait longtemps hésité entre porter plainte contre son patron pour le faire arrêter ou protéger son mariage. Puis, 3 semaines plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle savait pertinemment que l'enfant n'était pas celui de mon frère. Elle ne savait pas comment annoncer la nouvelle à mon frère, redoutant qu'il la quitte aussitôt. Sa santé mentale déclinant, ma belle-sœur avait décidé de mettre fin à ses jours. Elle m'a dit qu'elle se sentait tellement désespérée qu'elle n'avait même plus la force d'interrompre la grossesse, et qu'elle ne voulait pas que les agressions soient connues de tous. Je l'écoutais, retenant mes larmes,
incapable de croire qu'elle avait traversé tout cela dans le silence. Ma belle-sœur m'a raconté ensuite que, la nuit où elle avait décidé d'avaler des somnifères, tout avait basculé, mon frère, par hasard, avait découvert ses tests de grossesse positifs dans la salle de bain. Au lieu d'attendre une explication, il s'était mis à sauter de joie à l'idée de la grossesse et du fait qu'ils allaient enfin fonder une famille. À cause de cela, elle n'avait pas eu le cœur de briser son bonheur avec la vérité. Plus tard, elle m'a confié qu'elle avait honte de n'avoir jamais eu le courage de dire à mon frère, ce jour-là ou à n'importe quel autre moment des 2 années suivantes, que l'enfant n'était pas le sien. Elle disait que, chaque fois qu'elle voyait un moment tendre entre sa fille et mon frère, son cœur se brisait un peu plus. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle s'excusait d'avoir menti à mon frère et à tout le monde, se traitant elle-même de lâche et de ratée qui ne méritait pas une si belle famille. Elle pensait que le cancer était la façon dont Dieu la punissait pour ses mensonges. Elle m'a dit qu'elle finirait par tout avouer à mon frère avant de mourir. Mais elle voulait que je lui fasse une promesse, celle de m'occuper de sa fille après sa mort. Elle m'a pris les mains en me suppliant. Comme elle n'avait plus de famille proche, ses parents et grands-parents étant tous décédés, j'étais son seul espoir pour sa fille, au cas où mon frère refuserait de la garder après avoir appris la vérité. J'étais bouleversé par tout ce que je venais d'entendre et j'ai eu besoin de temps pour assimiler ses paroles. Je savais qu'elle disait la vérité, car elle était mourante et avait besoin de se libérer de ce poids. Bien sûr, je comprenais qu'elle avait menti à mon frère au sujet de la paternité de l'enfant, mais elle en était clairement désolée, et à ce stade, il n'y avait plus rien d'autre à faire que de lui assurer que j'élèverais ma nièce moi-même si nécessaire. Elle a poussé un soupir de soulagement après ma promesse. Les semaines ont passé, et, à mesure que sa maladie progressait, j'ai continué de lui rendre visite. Malgré tout, elle est restée courageuse jusqu'au bout. Finalement, elle s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Elle m'a appris que, même dans les moments les plus sombres, il peut encore y avoir de la grâce et de la beauté, si l'on a la force de les voir. Elle était bien plus qu'une belle-sœur pour moi, elle était une amie et une véritable confidente. Après sa mort, mon frère m'a montré la lettre que ma belle-sœur avait laissée, révélant tout ce que je savais déjà. Ce fut un choc terrible pour lui d'apprendre que l'enfant qu'il avait tant chéri n'était pas biologiquement le sien. C'était un mélange de douleur et de colère, aggravé par la perte récente de sa femme. Dans son chagrin, il n'a pas pu continuer à embrasser le bébé et à annoncer à nos parents et à moi qu'il allait la faire adopter. Je lui ai dit fermement que ma belle-sœur m'avait demandé de m'occuper de la fillette, et que si lui n'en voulait pas, je voulais l'élever. C'est ainsi que j'ai accueilli ma nièce chez moi, sans la moindre hésitation. J'étais si triste pour elle, elle venait de perdre sa mère, et sans autre famille, je savais qu'elle avait besoin d'un foyer stable et aimant. Plus tard, lorsque nous nous sommes réunis pour la lecture du testament de ma belle-sœur, tout le monde savait à présent que ma nièce n'était pas la fille biologique de mon frère, puisqu'il avait fait un test de paternité. Beaucoup, dans ma famille, étaient divisés après cette révélation. Mais ma belle-sœur n'était plus là pour faire face à leur colère. Selon son testament, elle avait laissé des dispositions claires et précises pour l'avenir de sa fille, lui léguant tous les biens et ressources qu'elle avait accumulés pour assurer son bien-être. Comme ma belle-sœur avait hérité de ses parents et grands-parents, elle disposait d'une somme importante à répartir. À la grande déception de mon frère, rien ne lui avait été légué. Il s'est exclamé que ce n'était pas juste qu'il ne reçoive rien du testament. Ma belle-sœur m'avait nommé seule et exclusivement comme tutrice des fonds, à condition que j'accepte de m'occuper de sa fille. J'ai été surprise, tout comme les autres. Je suppose que c'est pour cela que ma belle-sœur voulait que je lui fasse cette promesse quelques semaines avant sa mort, afin de pouvoir modifier son testament en conséquence. Elle avait eu raison de faire confiance à son intuition et de ne pas laisser à mon frère l'accès à ses fonds, car si elle l'avait fait, il n'aurait jamais rien laissé à ma nièce et l'aurait réduite à la misère. Puisque mon frère ne voulait pas s'occuper de l'enfant, j'ai finalement obtenu la garde complète de ma nièce, et grâce aux dispositions financières prévues, j'ai pu subvenir à ses besoins toutes ces années. Mon frère a tenté de me poursuivre en justice pour l'argent que ma belle-sœur avait laissé, estimant qu'il avait droit à au moins la moitié. Mais le juge n'a prêté aucune attention à ses arguments. Furieux, mon frère m'a dit qu'il ne voulait plus jamais rien avoir à faire avec l'enfant de ma belle-sœur, ni même me revoir, me reprochant de l'avoir trahi en l'élevant. Je lui ai répondu que je regrettais profondément sa douleur, mais que je ne romprais pas la promesse faite à ma belle-sœur. J'ai reconnu qu'elle avait eu tort de lui cacher la vérité, mais je croyais sincèrement que la fillette ne devait pas porter la faute des actes de ses parents. C'est pourquoi j'ai tout consacré à lui offrir un environnement aimant et stable. Au fil des années, j'ai veillé à ce que ma nièce ne manque de rien grâce aux fonds laissés par sa mère. J'ai même acheté une maison qu'elle héritera lorsqu'elle sera majeure. Je me suis assuré qu'elle fréquente d'excellentes écoles et l'ai élevée comme ma propre fille. Je ne me suis jamais marié et ai consacré toute ma vie à l'éducation de ma nièce. Malgré tous mes efforts, elle me pose parfois des questions sur ses parents, surtout sur son père. Il lui manque, mais elle comprend que, compte tenu des circonstances, certaines relations ne peuvent pas être forcées. Ma décision à propos de ma nièce a tendu mes relations avec le reste de la famille. Ils m'ont coupé et ne m'invitent plus à aucun événement, estimant que j'ai fait le mauvais choix en préférant ma nièce à ma propre famille. Même mes parents pensent que j'aurais dû la confier à quelqu'un d'autre et ne cessent de me dire à quel point ils sont déçus que j'élève l'enfant d'une femme qui n'a fait que mentir à mon frère.
Comme vous pouvez l'imaginer, ces dernières années ont été un long parcours, tiraillé entre ce que je crois juste et les conséquences sur mes liens familiaux. Cette année, alors que ma nièce approche de son 18e anniversaire, je me prépare à lui transférer tous ses biens, y compris la maison qui lui est destinée, conformément aux volontés de sa mère. C'est une étape que je prépare depuis longtemps, et j'ai le sentiment d'avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour la protéger. La semaine dernière, sans prévenir, mon frère m'a contacté, disant qu'il devait me parler de quelque chose de très important. J'ai cru qu'il avait enfin compris ses erreurs et voulait renouer avec sa fille et moi après toutes ces années. J'ai accepté de le rencontrer, mais je ne voulais pas que ma nièce soit au courant et nourrisse de faux espoirs avant de connaître ses véritables intentions. J'ai donc organisé la rencontre pendant qu'elle était à l'école. Mon frère m'a dit qu'il s'était remarié, à ma grande surprise, qu'il avait 2 enfants. Il m'a montré leurs photos, ces garçons lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Cela m'a fait un peu mal de constater que je n'avais même pas été invité à son mariage, mais j'ai compris qu'il avait fait ce qu'il pensait nécessaire après la trahison de ma belle-sœur. Pendant notre conversation, je lui ai parlé des réussites de ma nièce et de ses progrès au fil des ans, qu'elle parlait souvent de lui, qu'elle était très mature pour son âge et qu'elle espérait peut-être un jour le revoir. Cependant, à ma grande surprise, il ne semblait pas du tout intéressé par elle. Il m'a coupé pour me dire que la raison de notre rencontre n'était pas de parler de ma nièce, mais de me demander sa maison. Je l'ai regardé, abasourdi, tandis qu'il m'expliquait que sa famille avait récemment perdu leur logement et que nos parents lui avaient déjà prêté beaucoup d'argent, donc il ne pouvait plus leur en demander. Comme il savait que j'avais acheté la maison avec l'argent de ma belle-sœur, il trouvait normal que ma nièce et moi la lui cédions, suggérant que nous emménagions dans un logement plus petit. Je lui ai demandé ce qui lui faisait croire qu'il pouvait réclamer une telle chose. Il a justifié sa demande en disant qu'il avait beaucoup fait pour ma belle-sœur par le passé, mais qu'à ses yeux, elle n'avait été qu'une sangsue. Je savais que c'était faux, ma belle-sœur avait toujours travaillé et payé sa part de la maison quand elle vivait avec lui, même pendant sa chimiothérapie, couvrant elle-même ses dépenses et son assurance santé. Je lui ai fait remarquer que c'était injuste d'exiger une maison alors qu'il n'avait même pas pris la peine d'élever sa fille après la mort de sa mère. Il s'est emporté, me disant qu'en tant que sœur, je devrais cesser de pleurer une morte et aider sa famille à obtenir la maison avant que ma nièce n'atteigne ses 18 ans. Il a insisté pour que je voie les choses de son point de vue, affirmant que la maison lui revenait de droit de toute façon. Mais cette maison n'est pas qu'un simple bien matériel, elle est le symbole soigneusement construit de la sécurité et de la stabilité de ma nièce. Y renoncer, peu importe les besoins prétendus de mon frère, reviendrait à trahir ma promesse et à mettre en péril tout l'équilibre que j'ai mis des années à bâtir. Son bien-être et son avenir passent avant tout, et chaque décision concernant ses biens doit être prise dans son intérêt. Je lui ai répondu froidement que je ne pouvais pas accéder à sa demande, qu'il devait assumer ses responsabilités et subvenir lui-même aux besoins de sa famille, au lieu de dépendre des biens de sa défunte épouse. J'ai ajouté à quel point j'étais honteuse qu'il envisage même une telle chose, et qu'il avait renoncé à tous ses droits le jour où il avait abandonné la garde après la mort de ma belle-sœur. Il est devenu rouge de colère, mais j'ai continué avant qu'il ne m'interrompe. J'ai exprimé ma déception qu'il n'ait jamais été là pour sa fille toutes ces années. Je lui ai rappelé que, même si je comprenais combien la trahison de ma belle-sœur avait été douloureuse, elle aussi était une victime de traumatisme. Il était injuste de continuer à la blâmer, surtout qu'il ne l'avait même pas soutenue après son agression. Ses yeux se sont écarquillés de surprise lorsque j'ai révélé que je savais tout, me demandant comment je l'avais appris. Je lui ai expliqué que ma belle-sœur s'était confiée à moi, me faisant promettre de prendre soin de sa fille. Mon frère s'est alors mis à m'accuser de l'avoir dupée, me traitant de menteuse, tout comme elle. J'ai secoué la tête et lui ai rappelé que ma belle-sœur avait déjà assez souffert, et qu'après toutes ces années où il n'avait rien fait pour élever sa propre fille pendant que je me dévouais à elle, il n'avait aucun droit de revenir sur le passé uniquement parce qu'il voulait maintenant son argent. J'en avais assez de le voir jouer les victimes tout le temps. C'était insupportable de le voir rejeter la faute sur les autres et faire des exigences, après toutes ces années sans jamais avoir soutenu financièrement ma nièce. L'audace de revenir après 16 ans et de réclamer la maison de sa fille, c'était une gifle, une insulte à tous les sacrifices que j'ai faits pour elle. Mon frère était furieux que je ne cède pas. Depuis, lui et mes parents m'appellent sans arrêt, exigeant que j'arrête d'être difficile pour rien et que je fasse preuve de loyauté familiale envers eux plutôt qu'envers ma nièce, qu'ils osent qualifier de « fille d'un autre ». C'est effrayant de voir à quel point, quand il s'agit d'argent, même ta propre famille peut se transformer en bête sauvage. Suis-je la mauvaise personne pour avoir défendu ma nièce et respecté les volontés de ma belle-sœur contre les exigences de mon frère? Mise à jour 1. Tout d'abord, je suis bouleversé par la gentillesse de toutes les personnes qui m'ont écrit ou laissé un commentaire. Merci de m'avoir redonné le sourire. Ensuite, je ne peux pas vous dire combien de femmes m'ont contacté pour me confier qu'elles avaient vécu la même chose que ma belle-sœur, et combien elles sont désolées pour elles. J'aimerais pouvoir toutes vous serrer dans mes bras et alléger un peu votre douleur. L'agression sexuelle est la pire chose qui puisse arriver à une femme, et j'aurais aimé que quelqu'un puisse aider ma belle-sœur à ce moment-là. Ce n'était pas une mauvaise personne, elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. C'est triste d'avoir à la défendre encore, mais ce n'est pas parce que cela ne vous est pas arrivé que cela n'arrive pas aux autres.
Ma belle-sœur s'est défendue lors de la première agression, faisant preuve d'un courage incroyable malgré le traumatisme. Mais la seconde l'a profondément brisée et paralysée par la peur, ce qui arrive à la plupart des victimes. J'aurais tellement voulu qu'elle se sente assez en confiance pour m'en parler, je l'aurais soutenue de toutes les façons possibles. Savoir ce qu'elle a traversé me déchire le cœur, et je regrette de ne pas avoir pu être là pour elle dans ces moments sombres. À ceux qui continuent à la traiter d'infidèle ou à douter d'elle, je souhaite de tout cœur que vous n'ayez jamais à subir un tel traumatisme et à être en plus soupçonné. Si ma belle-sœur avait réellement eu une liaison, elle m'aurait demandé de contacter cet homme après sa mort pour la garde de l'enfant. Et si cet homme existait, il serait probablement venu réclamer sa fille, surtout en sachant l'héritage qu'elle lui a laissé. Et puis, si elle avait eu une liaison, elle aurait sûrement voulu que sa fille connaisse son père biologique et me l'aurait dit. Jusqu'à son dernier souffle, ma belle-sœur a tout fait pour protéger son enfant. Mise à jour 2. Je me suis assise avec ma nièce pour lui expliquer que son père m'avait récemment contacté dans le seul but de réclamer sa maison. Je l'ai prévenu d'être prudente s'il cherchait à la revoir. Pendant que je parlais, j'ai vu la colère et la douleur dans ses yeux. Elle avait gardé l'espoir que son père reviendrait un jour par amour, mais à présent, elle se sentait trahie. Je n'y crois pas, m'a-t-elle dit d'une voix tremblante. Après tout ce temps, il revient seulement parce qu'il a besoin de quelque chose. Elle m'a assuré qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Elle m'a dit qu'elle était heureuse que sa mère ne lui ait rien laissé. Puis elle m'a serré dans ses bras et m'a remercié pour tout ce que j'ai fait pour elle. Ces mots m'ont ému aux larmes. Après tout ce qu'elle a vécu, elle reste forte et droite. Beaucoup d'autres à sa place auraient sombré dans la révolte ou la rancune. Mise à jour 3. Après cette discussion, j'ai décidé d'envoyer un courriel détaillé à mes parents et à mon frère pour clarifier définitivement les choses. J'y ai résumé nos récentes conversations et précisé qu'ils n'avaient aucun droit de me demander de céder la maison de ma nièce à mon frère. J'ai expliqué que cela s'apparenterait à une fraude financière et que j'étais prête à engager des poursuites si mon frère tentait encore de nous contacter pour réclamer cette maison. Je lui ai rappelé qu'il avait renoncé à tout droit le jour où il avait choisi d'abandonner sa fille. J'ai décrit les nombreuses épreuves que j'ai affrontées seul pour élever ma nièce, sur les plans financiers, émotionnels et logistiques. J'ai souligné qu'il n'avait jamais versé un centime de pension, jamais pris de nouvelles, jamais rien fait pour elle. J'ai ajouté qu'il devrait, lui et mes parents, avoir honte de vouloir s'approprier ce qui ne leur appartient pas. J'ai insisté sur le fait qu'il n'avait aucun droit d'intervenir ou de faire des exigences après tant d'années d'indifférence. Le message était long et sincère. J'y ai réaffirmé ma promesse de continuer à protéger ma nièce et à honorer les volontés de ma belle-sœur, quoi qu'il arrive. Je n'ai jamais reçu de réponse, mais ni mon frère ni mes parents ne m'ont recontacté depuis, et c'est très bien ainsi. Le silence en dit long. Je suis soulagé d'avoir enfin la paix et de ne plus subir leur ingérence. Quant à ma nièce, elle prépare actuellement son bal de promo et son anniversaire. Je suis si fier de la jeune femme qu'elle devient, et j'ai hâte de l'accompagner dans toutes les grandes étapes à venir. Elle a tellement grandi, et elle ressemble tant à sa mère, surtout par la bouche et les sourcils. Je retrouve chaque jour, en elle deux, la même force et la même résilience, et j'espère qu'elle saura être aussi courageuse que sa mère, quoi qu'elle fasse. Mise à jour 4. Beaucoup se demandent pourquoi je continue d'appeler mon frère, son père, alors qu'il n'est pas son père biologique. Je le fais simplement pour rendre le récit plus clair, et j'utilise aussi le mot « nièce », même si, techniquement, elle ne l'est pas. Pour moi, elle l'est, car si j'ai perdu un frère, j'ai gagné une amie et une sœur en ma belle-sœur, et c'est plus simple que de dire « la fille de l'ex-femme décédée de mon frère ». Concernant ma nièce, certains m'accusent de ne pas lui avoir dit la vérité sur sa mère et sur le fait que mon frère n'est pas son père biologique, mais je le lui ai dit. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais vu son père biologique comme tel et a toujours espéré que le mari de sa mère voudrait au moins la rencontrer un jour. D'où sa déception. Petite mise à jour donc, ma nièce vient d'avoir 18 ans, et j'ai mis la maison à son nom. C'est la maison où nous vivons, donc je devrais bientôt déménager pour qu'elle en soit pleinement propriétaire. Mais pour l'instant, elle m'a dit que, tant qu'elle ne sera pas mariée et n'aura pas trouvé la bonne personne, elle veut que je continue à vivre avec elle. Elle part à l'université dans un autre état cet automne. Heureusement, sa mère lui a laissé assez d'argent pour couvrir la majorité de ses frais. Elle pourrait vendre la maison dès maintenant, puisqu'elle lui appartient légalement, mais elle préfère attendre la fin de ses études. De mon côté, j'ai pu économiser pas mal d'argent ces dernières années grâce à l'absence de loyer, donc le moment venu, j'aurai de quoi verser un acompte sur un logement à moi. Ce n'est pas comme si j'allais me retrouver à la rue. Quant à mon frère et mes parents, tout est resté calme. Rien de particulier depuis ma dernière mise à jour, seulement quelques mois se sont écoulés, mais je voulais tout de même partager ces quelques avancées. Mise à jour 5. Après 5 mois sans nouvelles, me revoilà avec une annonce. Ma nièce vit désormais sur le campus universitaire, où elle poursuit ses études. Elle me dit qu'elle s'y plaît beaucoup, même si je lui manque. Mais la vraie mise à jour concerne un appel que j'ai reçu de mon père il y a 2 nuits. Il m'a appelé pour me demander pourquoi je ne donnais pas la maison à mon frère, puisque c'est mon propre sang. Il m'a expliqué que le salaire de mon frère ne lui permettait pas d'acheter une maison. Apparemment, il loue un petit appartement de 2 chambres, donc ses 2 enfants doivent partager la même pièce.
Il m'a dit qu'il l'avait aidé autant qu'il le pouvait, mais qu'à présent qu'ils sont à la retraite, il ne pouvait plus rien faire. Je l'ai laissé parler pendant que je réfléchissais à ma réponse. Quand il a eu fini, il m'a demandé si je n'avais rien à dire, et si j'étais vraiment aussi insensible envers un enfant, issu d'une aventure. Alors je lui ai répondu, d'abord, ce n'est pas un enfant né d'une aventure, c'est un enfant né d'un viol, ce qui est très différent. Ensuite, ni toi ni maman ne m'avaient aidé, ni financièrement ni moralement, pendant toutes ces années. Si ma belle-sœur ne nous avait pas laissé d'argent, nous aurions encore plus galéré. J'ai dû payer la garde d'enfants pendant que je travaillais, et j'ai élevé cette fille seule, parce que je ne crois pas qu'un enfant doive être abandonné simplement parce que sa mère a été agressée. Je comprends que mon frère ait été blessé, mais il aurait au moins pu être présent. Et si même cela était trop difficile, il aurait pu au moins garder un lien, un minimum de relation. C'est ridicule que tu ne me contactes après toutes ces années que pour demander de l'argent. Troisièmement, et enfin, cet argent n'appartenait pas à mon frère, mais à ma belle-sœur. Elle me l'a confié pour sa fille, et c'est exactement ce que je fais. Vous n'y avez aucun droit, et vous ne me convaincrez pas, ni moi, ni ma nièce, de vous en donner une part, surtout quand vous n'avez rien fait pour le mériter. Je n'ai peut-être pas été aussi direct sur le moment, mais c'est l'essence de ce que je lui ai dit. Ensuite, il a cherché à se justifier encore. Pour eux, c'est clair, il ne s'agissait pas d'un viol. Donc, inutile de poursuivre la conversation. Pour précision, mon frère est enseignant, et sa nouvelle femme ne travaille pas. Ce n'est pas comme si le salaire d'un enseignant était misérable, et sa femme pourrait très bien trouver un emploi elle aussi. Je n'ai donc aucune pitié pour eux, surtout après la manière dont ils ont traité ma nièce et la mémoire de sa mère. Heureusement, ils ne peuvent pas faire grand-chose, et s'ils n'ont pas porté plainte jusqu'ici, c'est parce qu'ils n'ont aucun fondement légal. Leur seule option, c'est d'essayer de me convaincre de leur donner quelque chose, ce qui n'arrivera jamais, même dans 1 million d'années. Mise à jour 6. Mon frère a repris contact avec ma nièce, et nous avons dû demander une ordonnance restrictive. Cela s'est passé il y a quelques semaines. Il l'a contactée via les réseaux sociaux et lui a écrit des choses très désagréables. Il lui a dit qu'elle devait avoir honte de profiter de l'argent de sa mère, parce que s'il avait découvert l'aventure avant le cancer, il aurait tout obtenu lors du divorce. Je ne suis même pas sûr que ce soit vrai, même s'il avait pu prouver une infidélité. Il a aussi ajouté que, vu toute la douleur qu'elle lui aurait causée, le minimum qu'elle puisse faire serait de lui donner la maison. Malheureusement, mon frère et mes parents partagent le même état d'esprit, pour eux, ce n'était qu'une simple liaison. Mais même si c'en était une, est-ce juste de traiter une jeune fille de cette façon pour quelque chose dont elle n'est pas responsable? Heureusement, ma nièce n'a pas supprimé la conversation sur Instagram, et nous avons pu l'utiliser pour obtenir l'ordonnance restrictive contre mon frère. J'aimerais pouvoir en faire autant contre mes parents, mais jusqu'à présent, ils se sont limités à m'appeler pour tenter de me convaincre. Jusqu'ici, ce n'était pas un vrai problème, ils ne faisaient que m'ennuyer. Mais maintenant qu'ils s'en prennent à quelqu'un qui ne le mérite pas, nous avons décidé d'agir légalement. Nous avons désormais des preuves de harcèlement, donc nous obtiendrons probablement une ordonnance aussi. Édition, nous avons reçu l'ordonnance restrictive contre mon frère. Aucune autre mise à jour, puisqu'il ne s'est rien passé de nouveau, mais je voulais simplement le noter ici.